Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour aborder avec vous un sujet que nous avons déjà traité il y a 3 ans de cela, quand le FMI s'inquiétait alors des dégradations des finances publiques de la France. J'avais dit alors à l'époque que si la situation perdurait, la France pourrait connaître des politiques équivalentes à celles qui ont été développées en Grèce, c'est-à-dire une réduction forte des dépenses publiques, notamment de fonctionnement, que ce soit dans les très gros ministères comme l'éducation, les affaires sociales et la santé, une volonté affichée de réduire le coût du travail et une privatisation accélérée de son économie. Et ce qui était alors à l'époque une hypothèse d'école, eh bien aujourd'hui n'en est plus une. On le voit d'ailleurs à travers les lettres plafonds qui ont été envoyées aux différents ministères pour qu'ils réduisent leurs dépenses. On le voit à travers la volonté de l'Europe de vouloir mettre sous tutelle la France, ou alors la volonté aussi de l'Europe de vouloir mutualiser la dette au niveau européen, ce qui d'ailleurs pose des questions fortes sur autant économique que politique, car vous n'êtes pas sans savoir que les impôts, la fiscalité, la finance, la dette sont des domaines sur lesquels s'assoit l'autorité d'un État libre et indépendant. Et donc, si ces domaines sont traités au niveau de l'Union européenne, alors même qu'il n'y a pas d'accord politique, qu'il n'y a pas de traité signé, on pourrait se poser la question si on n'est pas en train d'assister à une pré-étatisation de l'Union européenne, ce qui, bien sûr, demanderait de redéfinir le statut des États membres. Et puis l'inquiétude, bien sûr, touche le niveau international, avec la dégradation de la note de la France, ce qui va compliquer l'emprunt sur les marchés. Et vous savez que si la France n'emprunte pas sur les marchés, elle ne peut pas clôturer son budget, elle ne peut pas faire face aux dépenses qui sont les siennes, et notamment les dépenses de fonctionnement. Il faut savoir que dans l'histoire, la France a souvent été confrontée à des dettes et à la nécessité d'avoir des fonds. Et je dirais qu'il y a plusieurs périodes à nous qui se présentent pour pouvoir analyser l'histoire de la France au regard de sa dette. Il y a la période, je dirais, avant la Révolution française, l'Ancien Régime, voire peut-être le Moyen-Âge. À l'époque, alors, l'État n'était pas encore existant, il était en train d'éclore, l'idée même de nation était en train de se former. Et à cette époque, quand on avait besoin de fonds, les rois et les seigneurs, eh bien, soit augmentaient directement les impôts, quand existait un impôt, ou soit alors créer des nouvelles taxes, ce qui d'ailleurs souvent a amené des révoltes. Soit alors, ils allaient faire tout simplement la guerre, parce que la guerre était aussi un moyen de justifier la levée d'un impôt, souvent dit exceptionnel, mais il y a de l'exceptionnel qui dure, et d'ailleurs c'est la guerre qui est à l'origine de la création de l'impôt, si ce n'est pour entretenir des armées permanentes, des cavaliers, comme il disait alors à l'époque. Soit alors, ça permettait la guerre d'agréger de nouveaux territoires, de nouvelles provinces, et donc d'agrandir son territoire, et donc d'agrandir ses moyens financiers, et même aussi de pouvoir piller les territoires sur lesquels on allait faire la guerre. Ce qui d'ailleurs fera dire à Machiavel que l'argent n'est pas le nerf de la guerre, que le nerf de la guerre, à l'époque, c'était d'avoir de bons soldats, parce que quand nous avions de bons soldats, eh bien, nous conquérions des territoires et nous ramenions des fonds. Bien sûr, l'impôt est au cœur de la Révolution française, la contestation de la fiscalité qui était alors très inégalitaire, très injuste et dont son prélèvement était quand même très violent. Et donc à l'époque, les dirigeants de la Révolution française ont donc essayé de faire autrement en créant notamment l'assignat, une sorte de monnaie papier qui d'ailleurs n'aura pas de succès, n'aura pas de réussite. Ils vont alors, pour faire face à la dette abyssale qui est la leur, nationaliser les biens du clergé, mais cela ne suffira pas. Ils vont aller chercher l'argent des aristocrates qui étaient alors en fuite. Et là, je vous renvoie bien sûr au discours de Danton, qui a appelé à aller chercher l'argent des riches, mais cela ne suffira pas et donc ils seront alors tentés par la campagne d'Italie, la guerre bien sûr, pour amener des fonds et renflouer alors le trésor. Viendra alors après la période de Napoléon,
avec la création de la Banque de France, mais là c'est une autre période, c'est une autre histoire qui commence à s'écrire. Et vous voyez que dans l'histoire que je viens de vous raconter, la tentation d'augmenter les impôts, de créer de nouvelles taxes a toujours été préconisée, mais jamais la réduction des dépenses. Il y avait aussi la tentation de la guerre, mais je la mets de côté parce que j'ose espérer que nos dirigeants ne l'auront pas. Et donc je préfère me concentrer sur cet aspect-là, c'est-à-dire que ce qui était au cœur, c'était l'augmentation des impôts. Et donc vous voyez que dans la période actuelle, où il est compliqué d'augmenter les taxes, parce qu'elles ont atteint un niveau très élevé de prélèvement, et où il est aussi compliqué de réduire les dépenses, et d'ailleurs vous voyez à travers l'histoire, c'est très peu une option retenue, puisqu'elle n'amène jamais rien de très significatif, de très bon, c'est un mauvais signal finalement donné au pays. On se retrouve finalement dans une situation qui est de plus en plus critique. Et cela est normal parce que tout le monde se concentre sur les nominations de telle ou telle personne et sur la situation de la dette en tant que telle, alors que ce que nous vivons est quelque chose de bien plus profond. C'est la fin d'une époque. Nous ne vivons pas une crise de 29 avec la volonté de devoir relancer à nouveau l'économie. Nous vivons la fin d'un système économique, un système qui est né il y a plus de 200 ans avec le capitalisme et qui est basé son économie sur la nécessité d'exploiter de façon intensive tant les ressources de la terre que les ressources humaines. Nous vivons tout simplement la crise de la surproduction. Et là, je vous confère à mes analyses passées. Sauf que on a des difficultés précisément à accepter que cette période de l'histoire très occidentale, parce que vous remarquerez que les pays en crise sont essentiellement occidentaux, on a du mal à l'accepter parce que nous avons des croyances profondes qui sont ancrées en nous, une sorte de mythologie bien sûr qui a fait naître ce système économique. Et elles sont au moins de 4 ordres. D'abord, on pense que l'État a réponse à tout. Et je vous rappelle d'ailleurs que c'est l'État qui est à l'origine de la naissance des marchés économiques. Et donc l'État aurait réponse à tout, et donc dès qu'il y a une difficulté, on se retourne vers l'État. Or cela pose des difficultés, parce que cela signifierait que l'État serait omniscient, serait total, et voire, pourquoi pas, devrait être totalitaire. Or cela n'est ni enviable et ni souhaitable, et cela en tous les cas coûte énormément cher, et nous voyons que nous ne pouvons plus faire face à ces dépenses. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si la crise se concentre sur des problèmes financiers. La deuxième croyance que nous avons profondément ancrée en nous et qui est née précisément de ce système, là aussi j'en ai parlé dans mes vidéos passées, c'est que nous pensons que les grands ensembles sont nécessaires et qui sont bénéfiques. Et donc, devoir quitter ces grands ensembles, eh bien, crée des craintes, crée de l'angoisse. On le voit pour tout ce qui est européen, pour tout ce qui est otanien, pour les différents accords internationaux et économiques dans le monde, même quand ils nous seraient défavorables, on a du mal à imaginer qu'on puisse les quitter parce que nous vivons dans cette croyance que les grands ensembles protègent. Et puis, nous avons aussi une autre croyance très ancrée qui a été développée précisément par notre système économique, que nous vivons uniquement des relations de production. Et cela est important, on a du mal à imaginer que l'on puisse créer de la richesse autrement qu'en exploitant soit la terre, soit les hommes. Et là, je vous confère là aussi aux analyses que j'ai eues sur la monnaie et les différentes façons que l'on pourrait créer de la monnaie et la distribuer pour justement entamer un nouveau cycle, une nouvelle pensée économique. Et enfin, on vit dans la croyance profondément ancrée que la Terre a des ressources illimitées, même si c'est bien le contraire. Les ressources sont bien limitées. Nous vivons bien la fin de l'économie pétrole, même si on découvre de nouvelles nappes, même si on allait explorer ce qu'il y a
au pôle Nord, nous vivons bien la fin de l'économie pétrole et donc la fin d'un cycle, la fin d'une vision du monde qui était fortement occidentalisée, et donc nous entamons un nouveau cycle. Eh bien, tous ces entre-cycles, quand on doit passer d'une mythologie, d'une croyance à une autre type de mythologie de croyance, sont toujours délicats à opérer, et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui non pas de viser des politiques à courte durée, de savoir qui va occuper tel ou tel poste, puisque la situation ne va aller que de crise en crise, de plus en plus importante, mais au contraire de se poser la question de comment on va pouvoir faire émerger ces nouvelles idées, cette nouvelle mythologie, quelque part aussi, il faut bien l'avouer, ces nouvelles croyances qui nous permettront alors de retrouver un équilibre au bénéfice du plus grand nombre, de passer d'un pouvoir vertical de l'impérum à un pouvoir bien plus horizontal de la population. Je vous remercie et à très bientôt.